Bonjour. Salut, c'est Emmanuel La Sandrine. guerre de l'énergie, on va parler effondrement du pétrole, on va parler chute de très gros poissons et vous allez être très étonnés. Ouais, donc ça se précise vraiment là. On va commencer par un état des lieux. Alors aujourd'hui, on a une industrie Énorme. énorme hein, qui est présente sur tous les continents, tous les pays sont concernés, qui peut délivrer des rendements, des dividendes de l'ordre de 40 à 100% par rapport à l'investissement. Donc forcément, ça va attirer les plus gros investisseurs du monde. Il y a Des fortunes énormes qui ont été les construites plus sur grosses cette fortunes du industrie. monde se sont bâties dessus. Il y a des pays qui ont basé leur développement économique dessus. Et leur fortune, certains pays ont vraiment bâti leur fortune sur cette industrie-là. C'est une industrie qui fournit non seulement des carburants, mais aussi une matière première pour faire énormément de choses dans le monde entier. En fait, on fait tout. On est complètement dépendant de cette industrie. Elle fournit des carburants, des combustibles, elle fournit aussi des lubrifiants, que ce soit des graisses, que ce soit des huiles. Mais pas seulement, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça fournit aussi des matériaux de construction ou de fabrication pour fabriquer des jouets, des outils, des objets qu'on utilise tous Même les du jours. luxe. Oui, des objets de luxe. On s'en sert aussi pour produire des engrais, donc pour produire de la nourriture. On s'en sert aussi pour produire des produits de luxe, que ce soit des médicaments, des compléments alimentaires, que ce soit aussi des parfums, de la cosmétique. C'est une industrie dont on est totalement dépendant. Il n'y a personne aujourd'hui, à moins de vivre dans une grotte, qui ne dépend pas de cette industrie. Et ce sont des organisations énormes qui vont chercher justement cette ressource dans les endroits les plus hostiles du monde. Ça va nécessiter énormément d'évolution technologique. Donc la technologie évolue grâce à cette industrie-là. Ouais, donc il y a des bateaux énormes, il y a des avions, il y a des équipes de scientifiques, des équipes d'exploitants qui sont armés parce qu'ils vont dans des endroits extrêmement hostiles pour fournir cette matière première, pour fournir cette énergie dont on dépend tous. C'est tellement, ça fournit tellement de produits et ça produit tellement d'argent qu'en fait, on en arrive à un point où on pense que ça ne peut pas s'arrêter. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui en dépendent, de personnes qui font énormément d'argent avec, et puis de personnes qui utilisent les produits et les sous-produits, que ça ne peut pas s'arrêter. Ouais. Et d'ailleurs, même les personnes qui sont conscients du problème environnemental n'arrivent pas à y arrêter. Ouais. On pense que ça ne peut pas s'arrêter. Et pourtant, ça s'est déjà arrêté. On n'est pas en train de parler de l'industrie du pétrole. On est en train de parler de... Allez-y, mettez dans les commentaires si vous avez deviné. Une industrie qui était encore plus importante que le pétrole. Qui et qui a fournissait aujourd'hui encore plus de choses. Ouais. qui fournit encore, dont la civilisation est encore plus dépendante, et qui aujourd'hui a totalement disparu, au point que l'immense majorité de la population ne sait même pas que ça existait. C'est ça. L'immense majorité de la population a oublié que l'industrie des baleiniers a existé. Ouais. Parce que là, on parle des baleiniers. Parce que les baleiniers, que ce soit clair, l'exploitation de la baleine, c'était encore plus important que l'exploitation du pétrole. Tout dépendait de la baleine. C'est ça. Il y a des pays entiers qui ont construit leur fortune sur la baleine. Alors, ça a commencé par la France. La Enfin, France, bien avant l'Empire Ouais, romain, bien sûr, dans l'Antiquité. si on remonte encore Ouais. avant, c'est vrai que c'était l'Empire romain qui a exploité la baleine en Méditerranée et qui a exterminé la baleine en Méditerranée. Qui a vidé, en fait, dans l'Antiquité, il y avait énormément de baleines en Méditerranée. Aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes. On serait tenté de dire qu'il n'y en a plus. Mais moi, je me rappelle que petit, mon grand-père avait récupéré une mâchoire de baleine qui mesurait 3 mètres de long sur la plage. Donc, il y a encore quelques baleines en Méditerranée, pas beaucoup. C'est anecdotique par Mais rapport à c'est ce qu'avaient les anecdotique. Romains, quoi. C'était la Méditerranée était peuplée de baleines. Elles ont été, la Méditerranée a été vidée par les Romains. Et ben les Français ont fait pareil. Il y a de ça 1200-1300 ans, les Français étaient les plus gros baleiniers du monde et une grosse partie de la richesse à l'époque venait Notamment de ça. du Pays Basque. C'est ça. Et donc ils ont vidé aussi la baleine de toutes les côtes près de la France. Ouais, donc les Français, ensuite les Anglais, les Hollandais, les Norvégiens. Norvégiens, tous ces pays-là se sont mis à exploiter la baleine. Et puis quand ils ont vidé les côtes atlantiques proches de l'Europe de l'Ouest, eh ben, ils sont allés plus loin. Ils sont allés au Groenland, ils sont allés en Antarctique, ils sont allés chercher des baleines avec des moyens de plus en plus énormes. Alors on parle de l'Antiquité, mais ça a duré jusqu'à la... Enfin, d'ailleurs, c'est pas complètement fini parce qu'il y a encore des pays qui continuent, notamment le Japon. Mais jusqu'à le milieu du XXe siècle, l'industrie baleinière, c'était quelque chose d'énorme, avec des bateaux qui pesaient jusqu'à 32 000 tonnes, qui étaient des porte-avions, qui portaient des hydravions, qui étaient entourés de dizaines de petits bateaux qui allaient chasser les baleines. Petits bateaux à vapeur qui étaient eux chargés de chasser la baleine. Et les hydravions étaient propulsés, c'était de la technologie de pointe à l'époque, pour aller voir où étaient les troupeaux de baleines. Ouais, c'est que les hydravions décollaient, comme aujourd'hui sur les porte-avions, les avions de chasse, grâce à des catapultes qui les projetaient. Et ensuite, ils étaient rangés dans des hangars intégrés au bateau. C'était des villes flottantes. C'était énorme. Avec une sorte de zone industrielle qui permettait de faire des conserves, de raffiner de l'huile, de raffiner de la graisse, dépecer les baleines par troupeaux entiers. Et chaque voyage rapportait des millions, voire des dizaines de millions de dollars
ou 2 francs selon le continent sur lequel ça se passait. Oui. Si on prend par exemple l'euro d'aujourd'hui, par rapport à l'euro d'aujourd'hui, c'était des millions, voire des dizaines de millions d'euros par bateau. Ouais. C'était des bateaux-usines qui étaient énormes, énormes. Avec des réservoirs de dizaines de milliers de tonnes, en fait l'équivalent des pétroliers d'aujourd'hui. Donc, c'est une industrie qui s'étendait sur tous les continents. Tous les pays rêvaient de pouvoir exploiter les baleines. On ne pourra pas se cacher, mais si aujourd'hui, si nous on vivait au début du XXe siècle, on serait actionnaire de sociétés baleinières, parce qu'on parle de rendement, des rendements de 40 à 100%. Vous imaginez, vous mettez $100 sur la table, et l'année d'après, vous en avez 200. Qu'est-ce que vous faites ? Si vous avez 1 million, vous mettez 1 million sur la table. Et c'est ce qu'ont fait les plus grosses fortunes de l'époque. Il y a des gens qui ont commencé petits, qui sont devenus énormes, des gens qui étaient déjà riches et qui sont devenus encore plus riches. Et il y a des pays, on parle notamment des États-Unis, qui disent que les États-Unis, c'est officiel, la richesse des États-Unis, c'est d'abord construit sur l'industrie baleinière, avec des villes entières qui dépendaient de la chasse à la baleine. C'est ça. C'est-à-dire que la richesse des États-Unis qu'on connaît aujourd'hui a commencé par l'industrie de la baleine, ce qui est quand même énorme. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les baleines ? On en faisait beaucoup plus de choses que ce qu'on fait du pétrole aujourd'hui. Ça peut être difficile à appréhender, mais tout était... Alors je sais pas, vous savez, dans le cochon, on dit tout est bon dans le cochon, mais on pourrait dire la même chose de la baleine, tout est bon dans la baleine. Mais encore plus. Tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le pétrole, on le faisait avec la baleine et encore plus d'autres choses. C'est ça. Alors avec la graisse de la baleine, ils faisaient tout un tas de combustibles, ils faisaient tout un tas de lubrifiants, ça c'est sûr. Ils alimentaient, ils allumaient les villes, ils alimentaient les chauffages, ils faisaient plein de choses avec la graisse de la baleine. Avec la chair de la baleine aussi, la chair de la baleine était consommée. Alors au début, ils ne savaient pas trop bien faire, et c'est vrai que la chair de la baleine n'avait pas bon goût, donc c'était de la chair très très bon marché. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que s'ils lui extrayaient l'huile et l'eau, la chair de la baleine devenait très très bonne et elle avait un goût de veau. Et donc c'est devenu une chair aussi, vous imaginez le nombre de tonnes de viande de baleine qui arrivait quand les bateaux arrivaient. Et d'ailleurs sur les bateaux usines, ils enlevaient l'eau et la graisse de la baleine, l'huile de la baleine, de la chair de la baleine. Ils la cuisaient, ils la faisaient sécher ou autre, ils la mettaient en boîte de conserve et ça arrivait, quand ils arrivaient au port, c'était déjà tout prêt. D'ailleurs, rien que l'histoire de la chair de la baleine, de la consommation de la chair de la baleine, c'est déjà un sujet super intéressant parce que suivant l'époque où on va consulter les sources, on va se rendre compte qu'au début, en fait, ils extrayaient la graisse de baleine, l'huile de baleine, et puis ils balançaient la carcasse, comme ça, ils la laissaient dans la mer. Ils ne savaient pas trop quoi en faire à l'époque. En fait, c'est ce moment de la Première Guerre mondiale où ils se sont dit, ouais, mais les ménages n'ont plus les moyens de manger de la viande, et ils ont commencé à voir comment est-ce qu'ils pourraient transformer la viande de baleine, et ils ont appris qu'en fait, il fallait la rincer, supprimer l'huile qui était dedans, enlever le sel, et ça devenait une viande très très bonne, à un point que il y a des villes entières qui se sont nourries de viande de baleine. C'est ça. Alors là, on parle de la graisse, on parle de la viande. Il y avait aussi une autre graisse qui s'appelait le spermaceti. C'était une graisse qui était plus au niveau du crâne des cachalots, des grosses baleines. Il n'y avait que quelques bêtes qui avaient ça. C'est ce qui leur permettait de se stabiliser dans les grands fonds, voire de flotter. Et ce spermaceti, c'était une graisse qui était vraiment de très très grande valeur. Et là, ils l'utilisaient en cosmétique, ils l'utilisaient pour faire les bougies de luxe, ils l'utilisaient dans tout un tas d'applications où c'était vraiment très très cher. Ouais. D'ailleurs, ils se sont rendus compte à un moment donné que il y avait sur les 20 ou 30 espèces de baleines qui existaient à l'époque, il n'y en avait que 2 qu'ils arrivaient vraiment à exploiter parce qu'en fait les autres flottent, enfin, il y en avait 2 qui flottaient donc ils arrivaient à les récupérer et les autres coulaient une fois qu'elles étaient mortes. Donc ils se sont rendus compte mais il y a un gisement énorme qui est en train de nous échapper. On tue ces bêtes, elles coulent et on perd toute la richesse qui est à l'intérieur. Donc en fait ils se sont dit on va injecter de l'air comprimé à l'intérieur, on va les gonfler comme des baudruches pour qu'elles flottent et qu'on ne les perde pas. Donc aujourd'hui ce sont des techniques qui sont à ce qui ressemble assez à ce qu'on fait avec le pétrole. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font avec le gaz de schiste ? Ils envoient de l'eau sous pression sous terre pour faire, dans le même but. Pareil pour les puits de pétrole. Une fois qu'ils ont vidé le pétrole, il y a des cavités énormes dessous, sous terre, et dans certains cas, ils les remplissent avec de l'eau. En fait, c'est la même chose. Ce sont des techniques qui ont été développées pour les baleines qui sont adaptées aujourd'hui au pétrole. Le foie aussi, le foie des baleines, ils s'en servaient pour faire de l'huile de foie. Alors vous connaissez peut-être l'huile de foie de morue qui avait très très bonne réputation. Et l'huile de foie de baleine était de bien meilleure qualité que l'huile de foie de morue. Et quand il y avait un foie d'une baleine qui faisait 500-700 kilos, vous imaginez l'huile de foie de morue qui ramenait, ça valait aussi une fortune. Ouais. Et puis après, il y a l'ambre gris. L'ambre, qu'au début, les gens ne savaient pas, c'était une matière première très très recherchée, très chère. Ils trouvaient ça sur les plages, au début, ils ne savaient pas d'où ça venait. Ils trouvaient une sorte de cailloux sur les plages, ils ne savaient pas d'où ça venait. Quand ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qu'on trouvait dans l'intestin des baleines, ça a encore ajouté de la valeur aux baleines. Mais on parle de morceaux d'ambre qui valaient des millions. C'est ça, l'équivalent de millions d'euros d'aujourd'hui. Sous forme de caillots ou sous forme de kyste dans le système digestif. Ils récupéraient des blocs comme ça et en plus de tout ce qu'ils étaient venus chercher, de temps en temps, ils avaient la bonne surprise de récupérer un gros bloc d'ambre qui payait quasiment toute l'expédition. C'est ça. Avec les os, ils fabriquaient tout un tas d'objets. Avec la peau, ils faisaient des ceintures et tout un tas d'autres objets aussi.
avec, Les dents, avec les dents. ou les Il y avait toutes les baleines n'ont pas des dents. Oui, mais- c'est ça. Il y a les baleines à fanons, c'est dans la mâchoire supérieure, et les fanons, ça vous dit peut-être quelque chose, ce qu'ils appellent les baleines dans les soutiens-gorge ou dans les parapluies ou même dans les corsets. Ça venait des fanons des baleines. Ouais. Et maintenant, on appelle ça baleine, même si c'est en plastique. Maintenant, c'est utilisé. Maintenant, ils les font en pétrole. Mais à l'époque, c'était les baleines qui fournissaient ça. Avec les dents, il y avait de l'ivoire qui était de très très bonne qualité, a priori meilleur que l'ivoire des éléphants. Et en fait, ces baleines de parapluie, ces baleines de soutien-gorge, on a retenu ces applications-là parce que tout le monde est concerné. À l'époque, toutes les femmes utilisaient des corsets. Mais pourquoi est-ce que ça a été retenu? Pourquoi est-ce qu'ils ont retenu cette solution à base de doses de baleine, entre guillemets? Parce qu'en fait, c'était un matériau extrêmement résistant. On arrivait, avec 1 mm, à faire quelque chose qui ne se cassait jamais. Donc ils ont utilisé dans d'autres applications aussi. Après, ça a été utilisé aussi dans l'industrie pour tout un tas de pièces techniques, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à obtenir les mêmes propriétés techniques avec des produits de synthèse, avec du bois, même de l'acier. À l'époque. Avec les intestins, ils faisaient des cordages, jusqu'à ce que justement ils arrivent à faire des cordes synthétiques avec le pétrole. Mais à l'époque, non, les cordages étaient faits avec des intestins de baleine. Et d'ailleurs, ils utilisaient même la poudre d'os et le guano, et même aussi les viandes qui n'étaient pas utilisées, ils les réduisaient. Alors, ils pouvaient les assécher, les réduire en poudre, et qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils le ramenaient après au port pour nourrir les bêtes. Ils faisaient des tourteaux, vous savez, des tourteaux très riches en protéines pour nourrir les bêtes. Et puis le guano, ils s'en servaient comme engrais dans les champs. En fait, tout était utilisé, même ce qu'il y avait dans les intestins. En fait, on se rend compte que la civilisation, le monde moderne dépendait de l'industrie baleinière. Tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le pétrole, à l'époque, on le faisait avec de la baleine, et même plein d'autres applications pour lesquelles on a trouvé d'autres remplaçants. Mais sans la baleine, le monde ne pouvait pas tourner. C'était inimaginable. Il y avait bien des mouvements qui tiraient la sonnette d'alarme, qui disaient « mais attention, vous êtes en train de détruire la ressource dans laquelle on dépend, vous en tuez trop ». Parce qu'ils ramenaient, alors, les âmes sensibles, peut-être pas que vous regardiez les photos, mais ils ramenaient des carcasses. C'était un carnage. C'était un carnage, c'était vraiment horrible. Et dès 1924, il y a des personnes qui étaient conscients qu'ils étaient en train d'exterminer une espèce, des personnes qui disaient dès 1924, attendez, mais il faudrait peut-être qu'on réglemente et qu'on limite un petit peu. Et donc petit à petit, il y a eu des limitations qui se sont installées. Et ils ont dit, par pays, par bateau, vous n'allez pas pêcher plus que ça. Et surtout, une maman avec un bébé, c'est interdit de la chasser. Et sachez que l'Allemagne nazie et les Japonais, un petit peu avant la guerre. Ils préparaient la guerre. Ils préparaient la guerre. Ils étaient en train d'amonceler énormément d'argent. Grâce à quoi? Grâce à l'industrie de la baleine. Et ils chassaient comme des chacals. Ils respectaient rien. Ils tuaient même les mamans et les bébés. Et ils ont vraiment pratiquement épuisé les ressources près de chez eux. Et ça allait même plus loin que ça. Les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus de ne pas respecter les accords internationaux et de massacrer, de continuer à piller les océans, les Allemands torpillaient les installations alliées, enfin les installations maritimes, donc les baleiniers alliés, pour priver notamment la Norvège de ses ressources. La Norvège et l'Angleterre. Donc aller torpiller les baleiniers pour priver l'Angleterre et la Norvège de leurs ressources principales, c'est-à-dire la baleine. C'est ça, c'est des choses qui ont été oubliées. Ça. Donc, en fait, en 1924, aujourd'hui, on dirait, avec le recul, d'ailleurs à l'époque, ils disaient la même chose, ils disaient « ouais, c'est des écolos, ils nous cassent les couilles, à vouloir sauver les baleines, on en a besoin pour vivre, la vie des humains, elle est plus importante, etc. » Comme aujourd'hui, certaines personnes font avec les énergies renouvelables. Oui, il y a des gens qui vous disent « ouais… Et on voit que ça met des décennies. En 1924, ils ont commencé à dire « attention, on est en train de tuer la ressource dont on dépend », et 20-30 ans plus tard, ils en sont encore au même point à massacrer des baleines. Il a fallu attendre pratiquement 60 ans, dans les années 1980, pour qu'ils disent « stop, on arrête d'exploiter la baleine, il n'y en a presque plus, vous arrêtez, vous êtes en train de Et encore, malgré aujourd'hui, encore le Japon continue à tuer des baleines, ce genre de choses. D'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, ils voulaient vraiment interdire à l'Allemagne et au Japon d'exploiter cette industrie. Et puis, ils se sont rendus compte que les Japonais avaient des très gros problèmes d'un point de vue matière grasse, et que s'ils leur enlevaient la chasse à la baleine, ils n'allaient pas survivre. Donc, ils leur ont dit, OK, on vous permet 2 bateaux, 2 baleiniers pour aller chercher la baleine, au moins pour la matière grasse. Mais sur ces bateaux-là, il y avait des inspecteurs alliés qui vérifiaient que, 1, les Japonais tuaient pas trop de bêtes, et puis 2, ne tuaient pas les mamans et les bébés. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle des baleiniers aujourd'hui, au-delà du fait que c'est un sujet qu'on trouve super intéressant? Parce que cette phase de transition entre la baleine et le pétrole, c'est exactement pareil. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la fin du pétrole et l'arrivée des énergies renouvelables. C'est exactement la même chose. On va retrouver tout un tas de phénomènes. Déjà, la transition, elle s'étale sur longtemps. Il y a des gens qui disent attention, il faut sauver l'environnement, et il y en a d'autres qui se foutent de leur gueule en disant arrête tes conneries, on en a besoin, c'est pas possible, ça marche pas, blablabla. Les lobbying aussi. Les lobbies, exactement. C'est-à-dire que, pareil, l'industrie des baleines, l'industrie baleinière,
Ils se sont débattus. C'était des géants qui avaient tellement d'argent qu'ils ont mis des lobbyistes de partout. Ils ont raconté des mensonges, ils étaient dans la tourmente. Ils se sont dit non, 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 il faut qu'on continue à tourner. Vous imaginez les investissements financiers qui avaient été faits. Ces bateaux-usines, ils coûtaient des fortunes. Les pays s'endettaient. Les investisseurs avaient mis des sous tellement importants là-dedans qu'ils ne pouvaient pas laisser tomber l'industrie de la baleine. Et puis en plus, il y avait tellement de produits qui en dépendaient qu'il ne fallait pas y arrêter. Ouais. Exactement comme le pétrole aujourd'hui. Et même la transition, elle ne s'est pas faite d'un coup. Il y a même eu des retours en arrière, comme aujourd'hui on peut avoir avec certaines énergies renouvelables qui sont très prometteuses. Et puis finalement, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que ça ne marche pas. Peut-être qu'au niveau politique, il y a des choix, des arbitrages Ou différents. peut-être qu'il y a des lobbyistes qui vont raconter des mensonges, qui vont raconter des mensonges auprès des populations en leur disant ah, non. Alors qu'en fait, il faut remonter. Et c'est justement les personnes qui dépendent d'une énergie aujourd'hui dominante qui vont raconter des mensonges. C'est un point où même, dans certains cas, ils sont revenus en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont transformé des pétroliers, des bateaux pétroliers, en baleiniers, parce que la baleine rapportait encore, c'était plus accepté, ça rapportait encore plus. Voilà. Donc il y a eu même des retours en arrière, comme on en a aujourd'hui avec les énergies renouvelables. Et bien aujourd'hui, vous arrivez fin 2023 avec la COP 28, pendant laquelle vous avez c'était le président d'ailleurs de la COP 28, le sultan Al-Jaber, qui est directement concerné par l'exploitation du pétrole, puisque sa fortune et la fortune de son pays reposent là-dessus, qui dit que scientifiquement, il n'y a aucune preuve, il dit qu'il n'y a aucune preuve qui ont été apportées scientifiquement pour dire que si on arrête de brûler des hydrocarbures, on arrête le réchauffement climatique. Alors qu'on sait très bien que brûler les hydrocarbures, ça dégage du CO2 et que le CO2 provoque une hausse des températures. Et ça, c'est la partie visible. Donc, ils sont en train de se débattre. Et donc, les gens du pétrole, les pays producteurs de pétrole, sont en train de, donc, on va dire, les pays du Golfe, la Russie, le Venezuela et quelques autres. Ils sont un petit peu comme les Allemands, l'Allemagne nazie et les Japonais. Ils sont en train de se débattre. Leur survie en dépend. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Ils veulent continuer ils veulent que l'Occident continue à brûler du pétrole à tout va. Et ils payent là-dessus des études pseudo-scientifiques de scientifiques vendus qui vont leur expliquer, qui vont faire des articles indiquant qu'on a besoin du pétrole. Ils vont payer des lobbyistes, ils vont payer des philosophes, ils vont payer des écrivains. Il y a eu quasiment 2500 lobbyistes pour la COP28 pour justement appuyer l'utilisation du pétrole, ce qui est un record qui n'a jamais été vu. C'est des milliards qui ont été dépensés en lobbying. C'est-à-dire qu'il y a des lobbyistes qui ont été payés pour aller faire des cadeaux, que ce soit des cadeaux physiques ou financiers, à des personnes pour qu'elles votent et qu'elles disent « bon d'accord, on ne va pas trop ralentir le pétrole ». C'est exactement pareil que pour la baleine. Alors, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble un lobbyiste c'est un homme ou une femme qui traîne là où sont les décideurs. Donc il y a la même chose à la Commission européenne, il y a la même chose dans tous les pays là où il y a des décideurs qui sont là dans les restaurants, dans les hôtels, à faire des faveurs. Ça peut être des faveurs charnelles pour certains hommes. Ça va être des cadeaux en disant de quoi tu as besoin, où est-ce que tu voudrais une maison, combien tu veux, on te fait ton chèque tout de suite. Il faut que tu votes pour nous. Voilà, c'est ça en gros ce qui se passe. Et il y a les lobbyistes de la pharmacie, les lobbyistes de l'agroalimentaire, les lobbyistes de l'énergie, etc. Donc selon les enjeux, ça peut être des vacances au Costa Rica, ça peut être une maison en Espagne, ça peut être un gros chèque sur un compte numéroté, ça peut être un cheval de course, ça peut être des cadeaux, ça peut être des femmes, ça peut être des enfants dans certains cas. Ouais, c'est vrai. Chacun, ils vont toucher la fibre sensible de chaque personne qui est susceptible de voter, de manière à ce qu'ils fassent basculer la balance, dans ce cas-là, du côté de la continuité du pétrole. Il y avait la même chose à l'époque pour la baleine. Il se passait exactement la même chose. Et d'ailleurs, le sultan Al-Jaber a dit il ne faut pas arrêter le pétrole, à moins que vous ne vouliez ramener le monde dans des grottes. Ça s'est déjà passé avec la baleine, et je ne sais pas si vous avez observé, mais quand on a arrêté la baleine, on n'est pas allé dans les grottes. Il y en a qui ont tout perdu, que ce soit clair. Il y en a qui ont tout perdu. Mais la civilisation n'est pas retournée dans les grottes, elle n'y retournera pas non plus avec le pétrole. Par contre, lui, Al-Jaber, il va peut-être y aller dans une grotte, ou alors peut-être qu'il ne sera pas dans une grotte parce qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, il ne va plus avoir de jet, il va remonter sur son dromadaire. Il y a un proverbe arabe qui dit « Mon père chevauchait un chameau, je conduis une Cadillac, mon fils vole en jet, et son fils chevauchera un chameau. » Voilà, alors, je pense que c'est de ça dont ils ont parlé. Et d'ailleurs, ce proverbe arabe, on l'a trouvé dans un journal algérien qui s'appelle Le Soir d'Alger. C'est ça, qui parlait des roitelets du pétrole du Golfe. Dans les pays arabes, les gens pensent comme ça aussi, il y a une élite qui est éveillé et qui dit attention là, ils sont en train de détruire l'environnement, il faut réagir. Et puis on n'a plus beaucoup de temps. Ils parlent de la dernière décennie dans laquelle on a le temps de réagir. C'est un petit peu comme les baleines, c'est-à-dire dans les années 1980, on a dit stop, on arrête l'exploitation des baleines parce qu'il va y en rester zéro, mais c'était vraiment limite quoi. Et bien là c'est pareil avec le pétrole, ils disent, donc dans le Soir d'Alger, on est dans la dernière décennie, il faut réagir. Et les roitelets du pétrole, ils doivent s'arrêter. Voilà. Ils doivent s'arrêter, ils savent que ça va s'arrêter, ils vont résister jusqu'au dernier moment et aujourd'hui ils résistent avec de la manipulation.
du marketing. 2456 lobbyistes, Lobby. c'est énorme. Plus des milliers de journalistes qui reçoivent un billet pour écrire des articles à charge, plus des centaines de scientifiques dans des laboratoires qui ont besoin d'un petit peu de fonds comme ça ou qui ont besoin d'un cadeau, qui vont faire des pseudo-publications pour expliquer qu'on a besoin du pétrole, plus des marketeurs sur les réseaux sociaux qui vont faire des mèmes pour se foutre de la gueule des gens qui ont des voitures électriques, en disant que les batteries électriques ça marche pas, etc. Et tous les bourricots qui vont répéter, qui vont faire des mèmes, ce genre de choses en disant ouais, qui vont se moquer qui vont se moquer des gens qui ont des voitures électriques par exemple. Pourquoi? Ils disent pas qu'ils ne se moquent pas des batteries électriques parce qu'ils ont un trait de génie, qu'ils ont compris que les batteries électriques, quelque chose que les scientifiques n'ont pas compris. Parce qu'ils sont en plein dans la manipulation, une manipulation de masse orchestrée par les pays du pétrole. Et ils répètent quelque chose qui est inexorable. Le pétrole, on arrive au bout, il y a des solutions qui arrivent derrière. C'est ça. On ne pourra pas arrêter l'histoire. Ils essayent de la retarder, mais on ne pourra pas l'arrêter. C'est ça. Pareil pour l'industrie de la baleine. Ils croyaient que tout a été arrêté, que le monde, que la civilisation allait s'effondrer parce qu'on arrêtait l'industrie de la baleine. Parce qu'imaginez, ils faisaient tout avec. Donc ils disent, mais si on arrête ça, il va nous manquer tout. Non, on s'en est sorti parce que il faut laisser les autres énergies, les autres matières premières se développer, il faut laisser les laboratoires travailler dessus, parce qu'on est en train, en ce moment, d'inventer tout un tas d'autres sources d'énergie, des choses qui vont être propres, des choses, bien sûr qu'il y aura des trucs qui seront des erreurs, ou des trucs qui vont être des catastrophes, ou on va mal faire, c'est sûr, c'est comme ça dans l'histoire de l'homme, mais il y a des choses qui vont être merveilleuses, qui vont nous permettre de sortir du pétrole, au même titre qu'on est sorti de la baleine, et il faut laisser tout ça se développer. Et d'ailleurs, on va vous faire d'autres vidéos sur la guerre de l'énergie, et là vous allez être surpris, parce qu'il y a des choses très sales qui se sont passées aussi par rapport à ça. Ouais. On va vous en parler. Des choses très sales qui expliquent pourquoi on n'est pas déjà dans l'énergie propre. Parce que ça pourrait être déjà fait depuis, pas 100 ans, mais largement 50 ans. C'est ça. Ouais. On y reviendra. Donc, surveillez ce nouveau format, la guerre de l'énergie. On a pas mal de choses à vous raconter et ça va vous étonner. Peut-être même que ça va vous énerver. Ouais. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Salut.